Salut, dans cette vidéo on va parler de films qui appartiennent à un mouvement cinématographique que j'affectionne tout particulièrement, le thriller coréen. Alors c'est un nom un peu bateau pour parler du cinéma populaire coréen qui est né dans les années 90, fin 2000 et qui est encore très prolifique aujourd'hui. Avant de commencer de parler de la petite sélection que je vous ai faite minutieusement, j'ai quelques petits trucs à redire. Tout d'abord, j'affirme que dans cette vidéo il n'y aura pas I Saw the Devil, il n'y aura pas Parasite et il n'y aura pas Oldboy. Et pourquoi? Tout simplement parce que en fait ils sont très connus, très populaires. C'est un peu la sainte triade des thrillers coréens, ça serait mon top 3 de prédilection bien sûr. C'est des films que j'adore, c'était vraiment des chefs-d'œuvre cinématographiques. Mais pour moi, voilà, tout le monde en a déjà un petit peu parlé pour ceux qui connaissent un petit peu ce courant cinématographique. Et je préfère mettre en lumière d'autres films qui même ont été aussi parfois réalisés par ces mêmes réalisateurs, mais en tout cas parler d'autres films un peu moins connus. Bon, après tout est relatif parce qu'il y a aussi des films très populaires dans cette sélection. Et aussi du coup je me suis limité à un film par réalisateur pour proposer un maximum de variété. Et justement, en termes de genre, en fait, c'est aussi un petit peu ça la spécialité des Coréens, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Ils s'amusent à mélanger de manière très malicieuse plein de genres et de sous-genres. Et dans cette vidéo, on va parler à la fois de polar, de films fantastiques, de films d'horreur, bien sûr de films de gang, mais aussi de drames familiaux, de films historiques, et j'en oublie certainement. Et si vous ne connaissez pas du tout ce courant cinématographique, alors là j'avoue que je vous envie, parce que si vous aimez le cinéma de genre, vous ne pouvez qu'aimer les thrillers coréens. Vraiment, c'est une nouvelle porte qui va s'ouvrir dans votre cinéphilie si vous ne connaissez pas, et franchement j'aimerais être à votre place. C'est un cinéma qui fait office de catharsis, un petit peu de purgatoire, qui est né après que le pays a subi plusieurs oppressions politiques notamment, et en fait voilà, c'est une explosion de modernité cinématographique et en même temps une explosion de violence graphique dans ces films, qui sont quand même la plupart assez sombres. Les thèmes redondants sont le crime organisé, la critique de la police coréenne, notamment dans les années 2000, et bien sûr la lutte des classes sociales. Mais comme je l'ai dit, il y a quand même une grande variété de genres cinématographiques et même des films qui sont relativement différents les uns des autres. Bon, après une introduction qui traînait peut-être un petit peu en longueur, passons déjà au numéro 10. A Dirty Carnival de Woo Ha, sorti en 2006. Alors je suis désolé, mais tous les noms des réalisateurs et des acteurs vont être certainement défoncés dans cette vidéo, mais voilà, je parle pas du tout coréen, donc je fais ce que je peux, au moins j'essaye de les prononcer. Alors déjà on commence avec le film certainement le moins connu, mais aussi le plus différent par rapport aux autres dans cette sélection. On suit un personnage qui s'appelle Byung-do, qui est un gangster en herbe, qui est en pleine ascension et qui va prendre de plus en plus de risques pour gravir les échelons, devenir le plus important et surtout le plus riche. À côté de sa vie de mafieux, il retrouve des amis d'enfance. L'une représente un amour qui n'a jamais éclos, et l'autre est un mec qui est devenu réalisateur et qui s'intéresse à lui parce qu'il a envie de réaliser un film de gangster. A Dirty Carnival se veut avoir une approche plutôt réaliste du crime organisé en Corée, que ce soit dans son récit mais surtout de par sa forme. La réalisation est très classique, presque scolaire pendant les moments de vie, et juste un petit peu plus moderne, un petit peu plus aérienne pendant les combats, parce que oui, dans les films coréens il y a pas mal de bagarres, et ce film ne déroge pas à la règle, mais là on n'en fait pas non plus énormément. C'est juste un petit peu plus spectaculaire, un petit peu plus aérien, un petit peu plus moderne que le reste du film, mais sans sortir de son cadre réaliste. Et c'est le parti pris principal du film, mais c'est pas non plus totalement ancré dans la réalité, puisqu'il y a de fortes influences, et je pense que le film d'ailleurs s'en revendique à les classiques du cinéma de gangster, que ce soit du Scarface, que ce soit Le Parrain ou Les Affranchis par exemple, sans jamais les égaler bien sûr. Après je pense qu'il n'en a pas forcément la prétention. Et justement le rapport entre le réel et la fiction slash cinéma est directement incorporé dans le film via ce fameux pote réalisateur. C'est une sous-intrigue qui va devenir importante de manière fluide et cohérente, et d'ailleurs tout comme l'intrigue avec son amour de jeunesse. Ce rapport entre le réel et la fiction est aussi présent au niveau symbolique, entre le film que va réaliser son pote et celui qu'on est en train de voir, donc Dirty Carnival. Il y a donc un discours direct sur le cinéma, et j'avoue que sans ça, le film serait juste un petit film de gangster coréen, sympa mais sans plus. 이렇게 깔아야 돼. 이렇게 깔아가지고 확 꽂아버려야 돼. 예? 잠깐 봐요. 이거거든. 나는 괜찮은데 스태프들이 좀 불편하게 생각하는 것 같아. 아, 내가 실수한 것 같다. 야. 내 딸은 도와주고 싶어서 그런 건데. The Man from Nowhere de Lee Jeong-beom, sorti en 2010. On change un tout petit peu de registre parce que c'est en partie un film de gangster, mais c'est surtout l'un des films qui a inspiré la saga John Wick. Car effectivement, il y a les trafiquants de drogue d'un côté,
les flics de l'autre, et un mec ultra badass au milieu qui a rien demandé et qui va péter la gueule à tout le monde. Won Bin, le personnage principal, n'est pas présenté comme tel au début du film. Il le devient en révélant sa puissance cachée. Au début du film, une petite fille se lie d'amitié avec un prêteur sur gage installé dans l'immeuble dans lequel elle vit. C'est une enfant presque livrée à elle-même. Elle cherche l'affection car sa mère est toxicomane et occupée à servir de mule pour un gang. Cette dernière va trahir ses supérieurs et va donc se faire kidnapper par le gang avec sa fille. Et donc Won Bin va devancer la police complètement incompétente et partir tenter de les sauver. C'est un film d'action au rythme soutenu avec un style de réalisation assez classique pour ce genre de film. Soit la caméra à épaule, les zooms, les cuts qui sont rythmés par les coups qu'infligent les protagonistes. Et il est plutôt bien maîtrisé et puis parfois il y a quand même une symétrie dans le montage et dans le cadrage qui j'avoue est pas inintéressante. Le personnage est d'origine chinoise avec un style de combat qui rappelle les arts martiaux, mélangé à un combat à l'arme blanche qu'on retrouve dans les autres thrillers coréens et en plus aussi à des armes à feu sans pour autant en faire des caisses. Mais il s'avère quand même assez touchant par moments, notamment lorsqu'on voit dans les dialogues la mise en opposition, le paradoxe entre la petite fille et son innocence par rapport aux gangsters et aux trafiquants de drogue et d'organes. 진짜죠? 말 잘 들으면 엄마 볼 수 있는 거죠? C'est un film assez sombre, bien pensé dans sa construction de son récit et dans sa mise en scène d'action efficace. Blood Island de Chang Chul-soo, sorti en 2010. Alors ça je l'ai pas dit en introduction, mais la vengeance c'est l'une des thématiques principales du cinéma de genre coréen. Et donc en ayant ça en tête, c'est plutôt logique qu'il touche à un sous-genre du film d'horreur bien particulier, le Rape and Revenge. Donc comme son nom l'indique, ce sont des films avec une structure narrative bien précise, à savoir une première partie dans laquelle une femme subit des sévices et des violences sexuelles, et une seconde où elle va exécuter sa vengeance dans une explosion de violence. Et donc voilà, des films comme ça il y en a des tonnes, et bon ce sont des films à la fois assez difficiles à regarder et en même temps il y a un petit côté plaisir coupable dans la deuxième partie. Dans Blood Island, une jeune femme est témoin d'un viol et elle hésite à dénoncer les ravisseurs. Dans la même journée, tout se passe mal à son travail et elle décide de se mettre au vert pendant 2 ou 3 semaines pour éviter le burn-out. Elle se rend donc sur une île reculée dans laquelle elle a passé la plupart de son enfance pour retrouver son ami qui n'a jamais quitté cet endroit depuis. Le récit va alors davantage se concentrer sur cette jeune femme, Bo Nam, et avec elle on va découvrir toute l'horreur que renferme ce lieu. Et tout semble s'être arrêté au Moyen-Âge, les femmes travaillent dans les champs, les hommes commandent, et la seule femme jeune de l'île, Bo Nam, est réduite au rang quasiment d'esclave sexuelle. Filmé principalement à la caméra à épaule, le film, dans sa première partie surtout, a un côté naturaliste. Un côté un peu documentaire. C'est aussi le cas de la photographie qui imite la lumière naturelle du soleil, car oui, la violence se passe certes sur une île éloignée, mais en plein jour aux yeux de tous. Et Ae-wan, la première protagoniste, celle qui vient se mettre au vert, ferme les yeux, se passe sous son nez mais elle ne voit rien. On sait que le va arriver, on ressent l'oppression, on sait que ça va se passer, et finalement ça arrive au moment où on s'y attend le moins. C'est pareil pour la vengeance meurtrière, elle éclate au moment où on s'y attend le moins. Le récit est donc bien construit, il prend le temps de développer ses personnages et de distiller l'horreur pour, quand elle surgit, qu'elle soit d'autant plus efficace. C'est un film assez poignant qui aurait pu être excellent s'il n'a pas eu autant de grosses ficelles narratives, s'il avait été un petit peu plus subtil dans la caractérisation de ses personnages secondaires et dans son climax qui certes est assez spectaculaire, impressionnant, mais qui est un petit peu dénué de sens. Hard Day est un film réalisé par Seon Hoon Kim, sorti en 2015. On est un peu plus dans le pur thriller survitaminé, sans trop mélanger les genres cette fois-ci, mais quand même pas vraiment conventionnel. Un soir, un policier au gradé va renverser et tuer un jeune homme avec sa voiture, sauf que ça se passe le jour des funérailles de sa propre mère, donc c'est compliqué pour avoir un alibi. Et en même temps, la police des polices découvre qu'il est corrompu, et en même temps, on se rend compte que cette personne qui l'a renversé n'était pas n'importe qui. S'ensuit un thriller au rythme et à la tension qui s'accélère crescendo. La réalisation et la photographie sont soignées, parfois même millimétrées, et ce couplé avec un montage qui joue avec les cuts pour rythmer l'action. Et bien que ce soit pas toujours évident pour un public notamment occidental, le film est teinté d'un humour tragicomique, un humour noir, un humour principalement de situation, surtout dans sa première partie. 미나야. 미나야. 아빠 케이크 샀어? 사준다고 그래. 약속했잖아. 초콜릿 케이크. 그거 초콜릿 케이크. 아직 안 샀어?
Le récit est complexe avec un rythme effréné, mais c'est bien ficelé parce que le spectateur n'est jamais perdu. Cela se dirige vers quelque chose de toujours plus violent, toujours plus spectaculaire. C'est un film très généreux dans ses phases d'action, à tel point que à la fin ça devient presque ridicule à son insu. Mais on n'a pas envie de lui en vouloir parce que ce long métrage, certes moins poignant, moins profond que les autres de cette sélection, a un effet vraiment coup de poing et reste un bon divertissement avant tout. Concrete Utopia est un film d'anticipation réalisé par Eom Tae-hwa, sorti en 2023. Alors oui, pour ceux qui me suivent de manière vraiment régulière, j'en avais déjà parlé dans un short, mais j'ai envie d'en reparler un petit peu plus en détail pour vraiment souligner que je vous le recommande parce qu'il m'avait vraiment marqué. Alors là, on est dans un autre genre, on est dans un thriller post-apocalyptique dans lequel la ville de Séoul est ravagée par un cataclysme, laissant intact un seul immeuble. L'horizon est bouché, tout est détruit, et les quelques dizaines voire centaines de survivants se retrouvent démunis, et quelques-uns d'entre eux ont la lourde responsabilité de rebâtir un semblant de société. Le film a un rythme aussi assez soutenu et une mise en scène fluide, tout est dans le mouvement des humains qui cherchent à rebâtir en fait leur vie quoi. 저기 이거 하나씩 나눠드릴게요. 하나씩이에요. 예, 하나씩 다. 아니, 저기요. 아니. 지금 이거 2개 가져가시고 다시 주세요. 다 회수할 거예요. 그럼. Ils n'ont pas le choix que de bouger, que d'aller de l'avant, et ça, la mise en scène nous le retransmet. Ce film dépasse largement le simple thriller d'anticipation divertissant et empreint d'action, de tension et de violence, car il nous dépeint des personnages profonds et attachants, interprétés par de très bons acteurs. C'est aussi un drame social et humain qui oblige autant les protagonistes que le spectateur à soulever des questions éthiques et politiques sur la gestion d'une population en cas de crise extrême. Les personnages arrivent parfois à des comportements de survie presque primitifs, car ils sont poussés dans leurs instincts les plus basiques, c'est-à-dire principalement trouver à manger et à boire et protéger les siens, etc. etc. Alors le film a un côté fataliste et un dénouement plutôt prévisible, mais finalement logique et inévitable. Et la fin m'a personnellement particulièrement ému. 어젯밤에 우리 아파트에 불미스러운 일이 있었습니다. 우리 주민 한 분이 바퀴벌레 무리를 숨겨주고 있었어요. Alors j'ai choisi de pas trop parler de Bittersweet Life et de I Saw the Devil parce qu'ils sont très connus, mais je ne pouvais pas passer à côté de Kim Ji-woon, l'un des réalisateurs coréens les plus influents de sa génération. Et j'ai découvert l'un de ses autres films que j'avais pas vu, et j'ai décidé tout de suite de le mettre dans le top. The Age of Shadows, c'est un film historique qui se déroule dans les années 20, pendant que la Corée subissait l'occupation des Japonais. Un policier coréen collabo est chargé de débusquer les dirigeants de la résistance coréenne, qui selon des rumeurs prévoit d'acheminer des explosifs pour commettre un attentat. L'officier coréen va alors se rapprocher d'un photographe qui serait en lien étroit avec le dirigeant de la résistance, mais au fil des conversations, celui-ci va essayer de le faire douter sur l'intérêt du dévouement complet qu'il porte aux Japonais. La séquence d'ouverture est assez représentative des autres scènes d'action de ce film. La caméra est aérienne, certainement filmée au steadicam ou à la grue, mais en même temps un côté assez punchy. Ça rend le tout très satisfaisant à regarder, surtout que c'est souligné avec des musiques toujours bien pensées, toujours bien amenées, et un sound design au poil, plutôt réaliste. Mais sinon ce n'est pas un film d'action tout le long, c'est avant tout un film d'espionnage, avec une chasse à l'homme, des trahisons et toutes sortes de manigances. Les scènes d'action arrivent toujours après un suspense bien dosé, et ça représente une part plutôt bien proportionnée par rapport au reste du film, pour qu'elle reste quand même assez impactante et qu'on ne se lasse pas de les voir. Qui dit film historique à gros budget dit décor, costumes et accessoires. Et dans ce film, tout est là, effectivement, tout est plutôt bien retranscrit et en fait, on y croit à cette période historique. Et moi, ce que j'ai personnellement préféré dans ce film, c'est sa photographie, qui lorgne souvent avec le clair-obscur, créé à partir d'une lumière chaude qui semble parvenir d'un lampadaire de l'époque du film. Et ça fait sens au vu du titre et du concept du film, c'est-à-dire débusquer des gens qui agissent dans l'ombre. Enfin bref, c'est un film d'action et à suspense bien maîtrisé, qui permet quand même tout de même d'ouvrir une petite fenêtre sur une période historique qu'on connaît quand même assez peu en tant que Français. J'avais vu The Chaser et The Murderer, qui sont les deux autres films principaux du réalisateur, qui m'avaient quand même moins marqué, j'avais moins apprécié que The Strangers, mais ils permettaient déjà de voir un peu les thématiques phares de ce réalisateur. J'ai décidé donc de regarder The Strangers pour cette vidéo, et effectivement, je me suis pris quand même une bonne claque. Le postulat de départ est assez simple. Un policier enquête sur des morts mystérieuses et des personnes qui perdent la raison, dans une campagne coréenne reculée entourée de montagnes, de paysages naturels à l'atmosphère humide et grisante. La réalisation est plus épurée par rapport
rapport aux autres films coréens de cette époque, on a un cadre qui est plus posé et une atmosphère plus planante, plus subtile. Il y a un véritable soin apporté à l'environnement, à la manière dont on le filme, et on laisse durer les plans sans forcément avoir du mouvement tout le temps. Un petit peu comme si une présence impalpable s'emparait du film. Mais le véritable tour de force, c'est que le réalisateur mélange plusieurs genres à partir du moment où les policiers commencent à perdre pied dans leur enquête. Au bout de quelques minutes, on est face à quelque chose qui ne ressemble plus vraiment à un simple polar. On va plus vers le film d'horreur et même le folk horror pour ensuite aller vers le film d'exorcisme, le film de zombies, le drame familial, le pur film fantastique ou encore le conte de fantômes un petit peu à la japonaise. Et ce de manière fluide et organique. On traverse les genres sans trop s'en rendre compte. Bien qu'étant un poil long, le film est empreint d'énormément de mystères. Il installe un doute sur l'origine de ces fameuses morts et le distille, le maintient jusqu'à la fin du film. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment d'origine paranormale, si c'est une paranoïa collective, ou il y a aussi un troisième indice sur des champignons qui donneraient des hallucinations. En fait, on cherche l'origine du mal et même lorsqu'on l'a décelé, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors, il faudrait que je le revoie, là comme ça je peux pas trop en parler énormément en détail, mais il me semble quand même qu'au niveau symbolique, il y a quand même une profondeur dans ce film, un sous-texte par rapport à la xénophobie. 벼랑박스 뭔 남자 새끼 낯짝이 튀어나오면 돼. 산 사람은 아닌 것 같고. 어떻게든 뭐라도 해야 해요. 안 그랬다간 똑같이 당해볼 것이네. Quoi qu'il en soit, c'est un grand film appartenant au thriller coréen et à cette mouvance du cinéma de genre dans le pays. Et on rentre dans le top 3 avec Dernier train pour Busan de Sang Go-yeon, sorti en 2016. Ou autrement dit qu'un bon réalisateur en plein dans le renouveau du cinéma de genre coréen s'empare du genre du film de zombies. Ça donne un film déjà culte qui n'a rien à envier aux classiques du genre du côté américain. Le pitch est assez simple, un virus se répand à très grande vitesse en Corée, transformant les gens en zombies. On suit des passagers d'un KTX, un TGV coréen, qui vont devoir affronter, ou en tout cas survivre à la menace jusqu'à leur destination finale, Busan, la seule ville sécurisée. La réalisation est aussi très fluide et en fait on exploite toutes les possibilités de l'espace confiné qu'est un train, que ce soit les différents wagons, les toilettes ou les différentes classes. C'est un film qui est bien ancré dans son pays car ici on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas des armes à feu à tout va et donc les personnages sont bien plus vulnérables face à la menace. Ça ne fait qu'amplifier l'ingéniosité dont ils doivent faire preuve pour affronter les zombies et ça rajoute de la tension supplémentaire. Et finalement, un petit peu dans l'héritage de George Romero, le réalisateur nous livre une satire sociale anticapitaliste qui met en avant l'individualisme et la lutte des classes. Le film a un rythme irréprochable, tout est parfaitement soigné, que ce soit les musiques ou les moments de poésie chargés en symbolique. Et oui, on est face à un film de zombies poétique. Bien sûr, les acteurs sont plus que convaincants et on retrouve notamment le célèbre Ma Dong-seok qu'on retrouve dans pas mal de thrillers coréens, ici dans un rôle qui lui sied parfaitement. C'est un film qui aborde des thématiques déjà essorées certes, mais rafraîchissant dans sa forme, sa poésie et son contexte culturel. Parasite, c'est le dernier film en date du réalisateur, c'est l'apogée de son art, c'est son meilleur film pour l'instant, avec pas loin derrière Memories of Murder et Mother. Je trouve quand même que c'est son troisième meilleur film, qui est paradoxalement le moins connu de sa filmographie si on met de côté son premier long métrage. Avec ce film, on est face à un habile mélange entre drame familial, thriller et film noir, avec l'histoire d'une mère qui élève seule son fils handicapé mental, âgé de 28 ans. La grande naïveté de ce jeune homme le conduit souvent à se retrouver dans des situations ambiguës et dangereuses, et un jour il va être accusé du meurtre d'une jeune fille. Son avocat est incompétent et il va donc être rapidement condamné. Sa mère est convaincue de son innocence et va tenter de résoudre l'enquête et de retrouver le meurtrier elle-même. 뭐가 떠오르건 뭐가 기억나건 꼭 엄마한테만 말해야 한다. 반드시 엄마한테만. 알겠니? 그 아저씨, 변호사. 걔 내가 잘랐어.
Comme dans la plupart des films du réalisateur, les personnages principaux sont des marginaux, ils subissent ce que leur impose la société à laquelle ils appartiennent et occupent le rang le plus bas. L'oppression et l'injustice poussent à la violence dans un mélange de genres bien distillé, enrobé dans une certaine poésie à la fois douce et amère. Le regard est l'une des clés de ce film. En découvrant des nouveaux indices, en fait, ça crée petit à petit un parallèle entre le tout début et la toute fin du film. Donc je vais pas trop en dire, mais c'est très bien fait, je trouve. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de symbolique dans la composition des plans eux-mêmes. On a des plans qui nous rapprochent des personnages, des cadres un peu plus posés, mais aussi des caméras à épaules. Mais en fait, la réalisation n'est pas toujours transparente, puisqu'on a aussi pas mal de moments de contemplation poétique qui témoignent de l'état d'esprit perturbé de la mère désemparée. C'est un film poignant en plein milieu d'une filmographie quasi parfaite à mon humble avis. Et ce plan final est vraiment bouleversant, magistral. Bon, là on dirait que j'énumère les mots-clés qu'il y a sur les affiches de cinéma, mais je vous jure que c'est vrai. On se souvient de ce plan avant de se rappeler de tout le reste du film en fait. Il m'a vraiment perturbé et vraiment marqué sur le long terme. Et pour le meilleur film de cette sélection, j'ai décidé de prendre un film de Park Chan-wook, donc mon réalisateur coréen préféré. Et plutôt que de parler du film Mademoiselle ou du magistral Old Boy, j'ai plutôt décidé de parler de JSA, qui est selon moi son troisième meilleur film. La zone commune de sécurité, donc la Joint Security Area, en gros c'est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui est tracée, avec H24 des soldats qui sont postés là et qui se font face. Alors bien sûr ça existe toujours, c'est toujours d'actualité, et c'est l'un des endroits les plus tendus au monde en termes de géopolitique. Et justement le point de départ du film est la fusillade entre ces soldats, qui déclenche une enquête menée par une policière suisse qui a donc la charge que la situation ne dégénère pas. In short, these discussions between the South and the North could be seen as taking place in a dry forest. Even one small spark could burn the whole forest down. On remonte le temps à travers les interrogatoires qui constituent à chaque fois des points de vue différents et ne font que complexifier l'enquête qui comme un nœud va être démêlé dans un climax final inoubliable. Alors le film est éminemment politique mais c'est avant tout un drame social qui est assez caractéristique des thématiques que l'on peut retrouver dans les autres films coréens. En fait, dans des situations où des personnages pourraient avoir des comportements égoïstes, des agissements on va dire moralement discutables car ils sont poussés dans leur retranchement et doivent survivre, là le scénariste décide au contraire de montrer le meilleur côté de l'humanité et d'aller vers quelque chose de plus beau et de plus positif. C'est brillamment construit et en fait le film lève le voile sur ce qui se cache derrière les soldats, c'est-à-dire des humains. L'ennemi n'est pas un monstre si on enlève le regard qu'imposent les gouvernements. Le soldat nord-coréen face à celui de la République de Corée peut être semblable. Et c'est ça qu'on retient de ce film, c'est une fable humaniste, toujours avec le style millimétré et la caméra volatile de Park Chan-wook, qui crée ainsi une poésie remarquable, surtout dans le moment clé du film. C'est un film important, surtout quand il sort, parce que son message sort de la vie générale, on va dire, de la population coréenne et fait percevoir l'ennemi autrement. Alors bien sûr, il peut s'appliquer à d'autres conflits, et c'est vraiment positif parce qu'il permet d'envisager un petit peu plus la paix. Voilà, c'était ma sélection de thrillers coréens. Comme je vous l'ai dit, certaines propositions étaient des alternatives à d'autres films un petit peu plus connus. Alors bien sûr, je suis pas devin, j'ai pas vu tous les thrillers coréens, donc n'hésitez pas à compléter en commentaire avec vos découvertes et avec vos films préférés, bien sûr. Et je suis aussi vraiment curieux de savoir si je vous ai fait découvrir des films avec cette vidéo, mais vraiment, je dis pas ça que pour avoir des commentaires, hein, ça m'intéresse vraiment. Si je peux permettre à quelqu'un de découvrir ce mouvement cinématographique de Corée du Sud, pour moi c'est quand même un cinéma qui me plaît tout particulièrement. Et j'aimerais sincèrement le faire découvrir à des gens, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo avant tout. C'est un cinéma qui ose en fait une certaine modernité, qui ose aller jusqu'au bout de ses idées et c'est ça qui me plaît et c'est aussi pour ça que j'ai volontairement un petit peu plus parlé en positif de ces films et mis de côté un petit peu plus les défauts. Quand c'est un cinéma comme ça qui me parle, je préfère mettre de côté tous ces défauts et mettre en avant justement ses qualités et apprécier le film pour ce qu'il est. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.